Alors bonjour, bienvenue à cette sixième et dernière capsule pour le chapitre 1. Dans la capsule d'aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment plus le pourcentage de la valeur quotidienne. Donc c'est la dernière type de concentration qu'on va voir, ou en tout cas des valeurs numériques que vous allez rencontrer fréquemment sur les emballages. Et après ça, on va parler aussi des dilutions, donc c'est quand même lié aux concentrations. Donc pour commencer, le pourcentage de la valeur quotidienne, c'est une valeur de référence qui est souvent indiquée, justement, comme je vous dis, sur les étiquettes, des valeurs nutritives, donc sur les emballages de produits commerciaux. Donc afin de connaître un petit peu ça veut dire quoi, c'est quoi la quantité réelle d'un ingrédient, il faut alors aller dans le guide alimentaire canadien. Il y a un nom de vos cours de votre technique qui, je crois, fait référence beaucoup au guide alimentaire canadien. Donc, vous allez en savoir un petit peu plus sur comment le consulter et tout ça. Donc, si on veut savoir sur un jus de fruits, généralement un jus d'orange, par exemple, on va lire 100% de l'apport alimentaire canadien quotidien pour la vitamine C par portion de 250 ml de jus. Ça veut dire quoi? Donc, si on va sur l'apport quotidien recommandé par le guide de Canada, on va voir que ça signifie 60 grammes. Donc, 60 grammes de vitamine C, c'est l'apport quotidien recommandé par le guide, justement. Donc, ce qui veut dire que, en vérité, si on veut savoir les valeurs numériques comme de quantité exacte, c'est 60 mg de vitamine C pour chaque 250 ml de jus. Donc ça, vous allez voir ça fréquemment sur les étiquettes comme celle-ci. Donc comme je dis, les jus d'orange, les jus de pomme, etc. vont utiliser souvent des apports quotidiens pour les vitamines, surtout vitamine C. Elle est très élevée, mais vous avez aussi calcium, vous avez fer. Sur d'autres étiquettes de d'autres produits, vous allez avoir probablement d'autres types de valeurs. Vous avez aussi des valeurs pour ce qui est des lipides, les glucides, le sodium. Donc, ils sont aussi écrits en pourcentage. Puis, ils sont souvent écrits également en quantité directement par contre. Donc, parce que ceux-là ont des fois un petit peu plus peut avoir un impact plus grand sur la condition physique de la personne, tandis que les vitamines, le calcium, etc., oui, c'est bien pour le corps, mais c'est pas grave si on en a un petit excédent à ce moment-là. Donc dans cette capsule-là, il va y avoir quand même pas mal d'exercices. Alors, j'essaie de vous le dire un petit peu pour vous préparer. Donc, l'exercice qui est là, c'est quand même un exercice pas trop difficile, je crois, pour commencer, parce que justement, ça va utiliser la notion de pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est qu'on a un thon pâle émietté qui contient 145 mg de NaCl par portion de 55 g de thon. On veut savoir, donc plutôt on vous dit, cette quantité de sel, ça représente 6% de la valeur quotidienne. Donc ça, c'est ce qu'on a. On veut savoir c'est quoi le pourcentage masse-masse du NaCl dans le thon. Donc, parmi les valeurs qui sont là, évidemment, ça se peut qu'il y ait des valeurs qui ne soient pas nécessaires pour répondre à cette première question, à la question A. Ils sont quand même présentes pour peut-être une autre question, ou des fois, c'est des valeurs qui sont superflues. Donc, c'est à vous de bien juger. Donc, si on vous demande le pourcentage masse-masse, dans la dernière capsule, la capsule précédente, j'ai montré les différents types de concentration. Donc, le pourcentage masse-masse en fait partie. Donc, je vous rappelle que c'est la masse de l'ingrédient divisée par la masse totale de la portion ou de l'échantillon utilisé. Donc, ici, notre ingrédient, c'est le NaCl, puis la portion totale, ben, c'est la portion, l'échantillon, mais c'est la portion de thon dans lequel on trouve cette quantité-là de NaCl. Donc ça va vous aider un petit peu à pouvoir écrire votre réponse et résoudre le A. Et pour le B, on vous demande quelle quantité de thon faut-il ingérer pour atteindre 50% de la valeur quotidienne en NaCl. Donc vous connaissez la valeur pour 6%. Donc 6%,
c'est la quantité qu'on a écrit ici de NaCl. Donc nous, on veut savoir, OK, si on atteint, puis c'est dans 55 grammes de thon. Donc on veut savoir, il faudrait manger combien de grammes de thon pour arriver à 50%. Donc vous allez devoir faire probablement un produit croisé, parce que vous connaissez la quantité pour 55 grammes de thon en pourcentage de valeur quotidienne. Donc vous pouvez établir à ce moment-là, pour 50%, ça correspond à quelle masse. Donc, prenez un instant, mettez le tout à pause et vous allez pouvoir ensuite comparer vos réponses avec celles que moi je vais vous expliquer. Donc mettez la vidéo à pause maintenant. Puis au retour, vous allez avoir vos réponses que je vous montre dès maintenant. Donc je vais passer aux réponses ici comme ceci. Oups, ça c'est pour l'exercice 12. Excusez-moi. On va remonter pour l'exercice 10. Vous n'avez rien vu. Donc pour l'exercice 10, voici les réponses. Donc vous avez un petit spoiler pour l'exercice 12, la réponse, mais essayez de faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Alors pour l'exercice 10, pour le calcul de pourcentage masse-masse, comme j'ai dit, le calcul, c'est la masse de l'ingrédient, okay, qui est le NaCl. Je vais juste me rapprocher un petit peu plus, comme ceci. L'ingrédient, c'est le NaCl, donc sa masse, divisée par la masse totale de de l'échantillon qui est utilisé. Donc ici, on a pris 55 grammes de thon. Ça, c'est notre échantillon. Okay, c'est le total de la masse prélevée. Puis on connaît la quantité en grammes pour l'ingrédient. On sait qu'on a 0,145 grammes de NaCl dans 55 grammes de thon. Donc, par la suite, on multiplie ça par 100 pour obtenir le pourcentage. Donc on fait la division, la masse de NaCl sur la masse totale fois 100, ça nous donne le pourcentage masse-masse. Donc comme je l'ai dit ici, vous avez le droit d'écrire là, que c'est un pourcentage masse-masse afin de vous le rappeler. Et la réponse est de 0,26. Pourquoi juste 0,26? Il n'y a pas d'autres chiffres. C'est parce que 55 grammes, deux chiffres significatifs, puis on fait une division. Donc on regarde celui qui en a le moins. Donc c'est 3 chiffres significatifs pour la valeur en haut, hein, 0,145, donc 3 chiffres significatifs, tandis que 55, juste 2 chiffres. Donc c'est pour ça que la réponse a seulement 2 chiffres significatifs. Donc ça c'est pour le A. Pour le B maintenant, pour le B, on peut utiliser les valeurs qui sont directement dans le problème, encore une fois. On n'a pas besoin de la valeur du A. Donc à ce moment-là, on vous demandait combien de grammes de thon ça prend, on doit ingérer pour arriver à 50% de la valeur quotidienne. On sait que 55 grammes de thon, ça nous donne 6% de la valeur quotidienne. Donc on va essayer de voir, OK, moi j'ai besoin de combien de grammes pour arriver à 50%. Donc c'est une règle de 3 ou un produit croisé, comme vous préférez l'appeler. Ce que je dois faire, je dois prendre 50% fois 55 divisé par 6. Donc toujours ce qui est du côté de ce que je cherche, donc de l'autre côté de ce que je cherche, fois ce qui est en diagonale, divisé par ce qui est juste au-dessus ou en dessous, là, tout dépendamment comment vous l'avez fait. Donc ça me donne. Et là, comme j'ai dit précédemment, dans d'autres capsules, vous devez absolument m'écrire les multiplications et divisions. Je ne veux pas juste savoir ça ici. Ça, c'est juste une façon de se repérer lorsque vous faites votre produit croisé. Moi, je veux vraiment avoir toutes les équations mathématiques derrière ce produit croisé-là. Donc, 55 grammes fois 50% divisé par 6%, ce qui nous donne 4,6 fois 10 à la 2 grammes. Ici, on est obligé d'utiliser la notation scientifique si on le laisse en grammes. Pourquoi? Parce que 55, ici, c'est 2 chiffres significatifs. En réalité, même, on devrait même y aller à seulement un chiffre significatif si on se fie avec 6%. Si je reviens juste à l'exercice ici, on nous dit 6%, donc dans 6%, il y a seulement un chiffre significatif. Donc techniquement, même la réponse que j'ai ici devrait être même encore moins, ça devrait être à seulement un chiffre significatif. Donc, on veut vraiment respecter ça, un seul chiffre significatif parce qu'on a 6% qui est un seul chiffre significatif.
Donc ici, 5, donc encore plus approximé que ce que j'avais précédemment, qui respecterait le nombre de chiffres significatifs lors de l'opération mathématique. Donc 5 fois 10 à la 2 grammes, ou si vous préférez, plutôt que de laisser en grammes, on pourrait tout de suite changer en kilogrammes. Donc ça nous donnerait 0,5 kg, parce que ça serait ce chiffre-là divisé par 1000. Parce que c'est 1 gramme, c'est 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc on doit diviser par 1000 pour arriver en kilogrammes. J'espère que ça répond bien à ce que vous demandiez par rapport à cet exercice-là. Ce que je vais faire, je vais revenir à la présentation. Donc, il y a un petit peu d'explication pour la suite des choses. Donc, le prochain sujet, tout de suite après cet exercice-là, ça parle un petit peu plus de la dilution. Donc, la dilution, ça revient sur les concentrations. Donc, la dilution, en réalité, c'est lorsqu'on prend une solution qui a une certaine concentration, puis qu'on veut justement la diluer, ça veut dire diminuer la concentration pour la rendre moins concentrée. Comment on fait ça? C'est en ajoutant du solvant. On n'enlève pas du soluté, on n'enlève pas de l'ingrédient qui est à l'intérieur. Il est dilué dedans, on ne peut pas l'enlever, hein, c'est pas possible. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est de rajouter du liquide, donc du solvant. Donc je rajoute par exemple de l'eau. Puis en rajoutant de l'eau, ça fait en sorte qu'il va être plus dilué parce que mon volume total va être beaucoup plus grand. Okay? Donc ce qui va être au dénominateur dans mes calculs de concentration, ça va être un chiffre plus grand, ce qui rend la concentration plus petite. Pour arriver à savoir qu'est-ce qui se passe sur nos concentrations lorsqu'on fait une dilution, c'est qu'on va avoir deux situations distinctes. Okay? Donc, lorsque je prends ma solution qui est diluée, on a une nouvelle concentration qu'on va appeler C2. Donc, ça, c'est notre solution une fois diluée. La solution qu'on avait précédemment avant de faire la dilution, on va appeler ça la concentration C1. Puis, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir deux volumes. On va avoir le volume qu'on a utilisé de la solution de départ, donc la solution qui était concentrée, qu'on va appeler V1. Puis, on va avoir le volume final de la solution diluée qu'on va appeler V2. Donc, avec ces chiffres-là, on va être capable de pouvoir déterminer une équation qui va nous permettre de calculer en tout temps quelle est la nouvelle concentration ou quel volume j'ai besoin ou n'importe quelle information qui vienne de ces quatre informations-là à partir des trois autres. Pourquoi on peut arriver à faire ça? C'est qu'en fait, lorsqu'on fait une dilution, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne change pas le nombre de moles, c'est-à-dire les quantités qui se trouvent dans la solution. C'est-à-dire que si j'ai mis une certaine quantité de sel dans une solution, ben je ne peux pas l'enlever. Il est là. Fait que quand je fais la dilution, il y a le même nombre de sel. Il y a la même quantité. Donc, il y a le même nombre de moles de soluté, même si je fais une dilution. Donc, vu que ce nombre de moles-là est inchangé avant et après la dilution, ça veut dire que l'équation suivante est vraie. N1, donc avant la dilution, le nombre de moles, est égal à N2, donc le nombre de moles après la dilution. Je peux réexprimer cette équation-là, mais avec les termes de concentration et de volume, soit C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Ça veut dire la concentration de départ avant la dilution fois le volume que j'utilise de cette concentration-là, okay, de cette solution-là. Ça ne veut pas dire que je vais tout utiliser la solution de départ. Je peux en prélever juste une certaine quantité. Donc, c'est ce volume-là. Il va être égal à la concentration une fois diluée fois le volume total une fois dilué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si je connais C1, je connais V1, puis je connais V2, par exemple, je pourrais isoler C2. Okay, comment je ferais ça? Ben, je prendrais V2 puis je l'amènerais de l'autre côté, donc en divisant le C1 fois V1 par V2, donc divisé par V2, tout ça. Ça l'enlèverait de ce côté-ci. Ça ferait en sorte qu'il reste juste C2 qui serait isolé. Et donc, je pourrais calculer la concentration une fois diluée. Ou encore, si je veux connaître, par exemple, le volume que j'ai besoin pour faire une certaine dilution à partir de la solution de départ qui est concentrée, ben, je pourrais isoler V1.
Et à ce moment-là, c'est que C1 serait envoyé de l'autre côté en division. Donc, j'aurais C2 fois V2 divisé par C1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est isoler de façon algébrique ce que vous recherchez. Donc, une fois ça expliqué plutôt, je vous présente un petit peu comment on fait ça en laboratoire. Vous allez en faire une dilution probablement au laboratoire 2, si je me souviens bien. Ici, je vous présente avec une solution de CuSO4. Donc, c'est une solution de cuivre. C'est juste pour vous montrer. Ça a une belle petite couleur bleue. Mais vous, ça va être probablement avec quelque chose qui est lié avec les produits alimentaires. Donc, pour que ça ait un petit peu de lien. Donc, ce qu'on fait pour faire une dilution, on prend une solution de départ. Donc, ici, on a une solution qui est écrite de 2,0 grand M. 1 grand M, OK? Donc, je vais essayer de vous l'écrire ici. Quand j'écris 1 grand M, oh, mon M est un petit peu bizarre, c'est l'équivalent d'écrire mol par litre. Donc, 1 grand M, ça veut dire la même chose que mol par litre. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, lorsqu'on a parlé des masses molaires, plutôt que d'utiliser juste 1 grand M pour masse molaire, de faire attention, puis d'utiliser 2 grands M, par exemple, collés. Parce que mol par litre, parfois est exprimé par 1 grand M. Je vais essayer d'éviter de faire ça, mais ça se peut que dans le laboratoire, il y a certaines concentrations qui soient écrites de cette manière-là, parce que les techniciennes ou techniciens sont habitués d'utiliser le grand M pour indiquer la concentration en mol par litre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend cette solution de départ-là qui est concentrée à 2,0, comme je l'ai dit, mol par litre. On en prélève une certaine quantité. Ici, on a décidé de prélever 50 millilitres. Mais on aurait pu prélever 20 ou 10 millilitres. À ce moment-là, la concentration finale aurait été moindre. Moins on prélève, plus la dilution va être... et ça veut dire que plus la concentration finale va être diminuée, donc on va avoir une bonne dilution. Très grande dilution. Donc ici, on a prélevé 50. Donc on va ensuite le mettre dans un nouveau ballon jaugé. Un nouveau ballon jaugé qui va répondre à quel est notre volume final, notre V2. Donc ça ici, c'est notre C1, excusez, le 2 mol par litre. Ça, c'est notre V1, 50 ml. Ensuite, le V2, c'est notre ballon jaugé qui va nous le donner. Si on choisit un ballon jaugé de 250 ml, ça veut dire que notre V2 va être de 250 ml. Parce que le volume final, parce que là, on va ajuster, on va mettre notre 50 ml, puis on va remplir d'eau le restant jusqu'au trait de jauge, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre capsule. À ce moment-là, c'est le volume final, qui est notre V2, qui est atteint, puis ça, c'est 250 ml, c'est la seule chose que le ballon jaugé ici présent peut vous donner comme volume. Donc, votre volume de ballon jaugé, c'est ce qui décide votre V2. Avec ça, on pourrait calculer notre C2 à ce moment-ci. Donc, si vous voulez le pratiquer, vous pouvez le faire, voir si ça va bien. Généralement, c'est pas trop compliqué, je pense. L'utilisation de l'équation C1V1 est égale à C2V2. C'est quelque chose qui est assez simple. Une fois que vous en avez fait quelques exercices, évidemment, ça va assez bien. Donc, ici, c'est juste pour vous représenter pourquoi tantôt j'ai dit que C1 fois V1 est égal à C2 fois V2, ou plutôt que N1 est égal à N2, c'est que le nombre de moles de particules de soluté, donc admettons qu'on prend ici une portion, on regarde, il y a, mettons, 7 particules de soluté, bien ces 7 particules de soluté-là vont toujours être présentes, mais c'est juste qu'ils vont occuper un espace un petit peu plus grand. Okay, donc, je n'ai pas changé le nombre, j'ai changé l'espace qu'ils occupent. Ça veut dire qu'ils ont plus d'espace parce que c'est plus dilué. OK? Alors, pour terminer cette présentation-là du chapitre 1, j'ai 2 exercices. Donc, l'exercice 11 puis l'exercice 12. L'exercice 11 est quand même un peu plus compliqué, je vous dirais. Parce qu'il va vraiment rechercher plein de notions qu'on a vues dans la dernière capsule. Ça veut dire que si vous aviez eu des problèmes dans la dernière capsule avec les exercices, ça se peut que vous en les ayez toujours. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est
de peut-être pratiquer un petit peu plus, puis vous pourrez peut-être revenir à ces exercices-là qui sont très récapitulatifs. Donc l'exercice 11, puis l'exercice 12, c'est un exercice justement avec le C1V1 est égal à C2V2, mais qui utilise une des réponses de l'exercice 11. Donc malheureusement, si vous n'avez pas répondu au moins au A, donc le A ici, si vous ne l'avez pas répondu pour l'exercice 11, mais vous n'aurez pas de valeur pour pouvoir faire l'exercice 12. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'exercice? Je vous présente quand même, puis vous jugerez si vous voulez vous lancer. Puis je vais quand même vous donner la réponse par la suite. Ça veut dire que si vous décidez de ne pas le faire tout de suite, de vous le réserver, vous pourrez revenir plus tard à cette présentation-ci pour vraiment voir si ça va bien ou si vous avez plus de difficultés, il y a des choses à régler. Sinon, vous pouvez le prendre comme un exercice d'exemple, encore une fois, pour vous fier à ça, pour lorsque les fois où vous allez vous rencontrer ce même type d'exercice-là plus tard soit les exercices ou dans l'examen, vous allez vous fier à comment j'avais répondu. Donc, vous allez pouvoir vous fier à ça lors de votre étude, plutôt pour l'examen. Alors, une technicienne désire préparer une solution d'eau sucrée à incorporer dans une formulation de jus synthétique. Elle pèse 32,028 g de saccharose. Le saccharose, c'est le sucre. Ça a une formule chimique de C12H22O11. Puis elle place cette masse de saccharose-là dans un ballon de 500 ml qu'elle complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Donc ça, c'est comment on va préparer une solution dans le laboratoire. Elle dissout complètement le sucre pour justement former la solution désirée. On se demande, quelle est la concentration molaire volumique? Donc, concentration molaire volumique, c'est la concentration en mol par litre pour cette solution d'eau sucrée-là. Donc ça va être le A. On va vouloir la concentration. En B, on se demande, si on prend seulement 10 ml de cette solution-là, ça correspond à combien de mol de saccharose? Et après ça, à combien d'atomes de carbone? Donc ici, il y a comme deux questions dans le B. Donc, il y a combien de mol de saccharose dans 10 ml seulement? Donc, je vais vous montrer comment voir ça. Ok, c'est une règle de 3 parce que on va avoir une solution avec 500 ml ou, si vous préférez, avec 1 litre parce qu'une fois qu'on a calculé les mols par litre, c'est pour 1 litre. Donc, on va regarder ça correspond à combien pour 10 ml. Puis après ça, il va falloir savoir combien d'atomes de carbone, c'est-à-dire dans une molécule de saccharose, j'ai 12 atomes de carbone. Donc, il va falloir se fier à ça. Pour le C, on vous dit si on prend 50 ml de cette solution-là et on la pèse, puis ça nous donne 52,652 grammes, quelle est la masse volumique de la solution? Donc ça, vous pourriez la résoudre, ce problème-là, sans les autres données. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de tout ce qui est en haut, ni de A, ni de B. Tandis que pour B, probablement, vous avez besoin de la réponse du A. Puis finalement, pour le D, quel est le pourcentage masse-masse en sucre de la solution? Puis cette réponse-là, ben, vous avez besoin de la masse volumique, donc de C. Donc c'est pour ça qu'on vous le demande ici. Et vous avez besoin de la concentration en A pour pouvoir répondre. Donc tout est lié. C'est un petit peu... C'est vraiment un exercice qui est, je dirais, le niveau le plus élevé. Si vous réussissez cet exercice-là sans trop de difficultés, sans avoir à regarder la réponse, etc., pour y arriver, vous êtes prêt. Généralement, vous avez un bon niveau de compréhension. Sinon, si vous avez un petit peu de la difficulté, c'est mieux d'essayer de voir, OK, c'est quoi qui me bloque? Qu'est-ce qui me cause problème? Pour continuer, pour savoir vraiment comment étudier par la suite. Ça, c'est pour l'exercice 11. Je vous présente quand même l'exercice 12 tout de suite, juste pour vous montrer. Dans l'exercice 12, on vous dit qu'on prend la solution de l'exercice 11. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez besoin de connaître sa concentration, donc de répondre au A de l'exercice 11. Donc, à partir de la valeur du A de l'exercice 11, vous pourriez tout de suite faire l'exercice 12.
est un petit peu moins complexe. Pourquoi? Parce que c'est une dilution. Donc, c'est ce que je viens de vous parler récemment dans la capsule. On vous dit, on prélève 10 ml de la solution de cette concentration-là de l'exercice 11. Donc, votre, par exemple, V1, votre C1, vous les connaissez. Puis on le place dans un ballon jaugé de 50 ml qu'on remplit avec de l'eau. Donc vous connaissez votre volume total après la dilution. Donc on se demande quelle est la concentration molaire volumique de la solution après cette dilution-là. Donc vous avez l'équation qu'on a vue tantôt. Ce qui est important, c'est d'utiliser le C1, le V1, le V2 pour trouver votre C2. Puis de ne pas vous mélanger sur c'est quoi qui est C1, c'est quoi qui est V1, etc. OK? Alors, vous pouvez tenter le tout. Sinon, vous pouvez attendre ou juste regarder la réponse tout de suite. J'ai pas de problème avec ça. Si ça peut vous aider pour justement faire plus d'exercices par la suite, ou si vous préférez attendre, faire des exercices, puis revenir là-dessus pour voir si vous êtes capable de le faire normalement, c'est à votre choix. Si vous préférez l'utiliser comme exemple, donc je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc, pour ceux qui veulent la savoir, vous allez continuer. Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo ou la mettre à pause. Donc, je vous montre la réponse pour le 11. Moi, juste changer à l'écran ici. Alors, ce que vous avez du C12 H22 au 11. Donc, pour pouvoir calculer la concentration molaire volumique, il faut que je change la masse en mol. OK? Donc, pour faire ça, j'ai besoin de changer mon nombre de grammes en mol. Donc, j'ai besoin de la masse molaire. La masse molaire, pour le C12 H22 au 11, on la calcule comment? On prend les masses de chaque atome multiplié par le nombre d'atomes qu'il y a dans la molécule. Donc, on a 12 atomes de carbone fois sa masse molaire au carbone, 22 atomes d'hydrogène fois la masse molaire d'un hydrogène, 11 atomes d'oxygène fois la masse molaire de l'oxygène. Ça nous donne donc un total de 342,34 grammes par mol. Donc, toutes les valeurs qui sont là, ce sont celles qui sont présentes dans le tableau périodique que vous avez sur Moodle, que je vais vous fournir à l'examen exactement le même format, le même tableau périodique que vous aurez toujours droit à l'examen. Okay? Donc, il va être là en annexe de l'examen. Par la suite, maintenant que j'ai la masse molaire, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous faire un produit croisé, ce qui est correct, ou encore utiliser la formule mathématique que je vous ai appris dans une des capsules précédentes. Je ne me rappelle plus exactement si c'est la capsule 3 ou la capsule 4, mais dans une de ces capsules-là, j'ai montré que le nombre de moles, donc N, est égal à la masse, petit m, divisé par la masse molaire, les deux grands M. Donc 32,028 grammes divisé par 342,34 grammes par mol. On voit que les grammes et grammes, ça s'annule, il ne reste que des moles qui reviennent en haut. Ça nous donne la réponse de 0,093556 mol. Il y a 5 chiffres significatifs parce que dans 32,028, il y a 5 chiffres significatifs. Puis dans la masse molaire, il y a aussi 5 chiffres significatifs. Donc, ma réponse a 5 chiffres significatifs plus une division. Alors, maintenant que je connais mon nombre de moles, je pourrais calculer ma concentration en mol par litre. Par contre, ça me nécessite de savoir mon volume, de connaître mon volume en litres. Puis là, votre volume, si vous regardez dans le numéro, on vous dit que vous avez 500 millilitres. Donc, il n'est pas en litres tout de suite. On doit donc le convertir en litres de la manière suivante. Donc, je vous rappelle, un facteur de conversion. Vous prenez votre valeur, ici 500,00 millilitres, fois 1 litre, divisé par 1000 millilitres, qui est votre facteur de conversion. Donc, je vais annuler les millilitres pour ceux qui sont en bas. Donc, millilitres et millilitres vont s'annuler. Il va me rester que des litres. Donc, ce qui me donne 0,5. Et là, j'ai 4 zéros. Pourquoi j'ai 4 zéros? C'est parce que je veux garder le même nombre de chiffres significatifs qu'au départ. Si vous m'écrivez juste 0,5, là, vous allez tomber à seulement un chiffre significatif. Puis c'est pas ce qu'on avait au départ. Donc, ça va tout fausser pour le reste. Donc, vous devez, lorsque vous faites des conversions d'unités de ce type-là, toujours garder le même nombre de chiffres significatifs lorsque vous faites la conversion.
Donc avant et après doit avoir le même nombre de chiffres significatifs. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est pour répondre à A, c'est calculer la concentration molaire volumique. Donc j'ai mon nombre de moles qui est ici, j'ai mon volume en litres qui est ici. Donc à ce moment-là, j'ai juste besoin de faire la division, soit le nombre de moles qu'on a calculé précédemment divisé par 0,5 et qui est suivi de 4,0 litres, ce qui me donne une réponse de 0,18711 mol par litre. Donc ici, encore une fois, 5 chiffres significatifs, parce qu'on a 5 chiffres significatifs pour le nombre de moles et 5 chiffres significatifs pour le volume en litres. Donc, vu que c'est une division, encore une fois, le plus petit nombre de chiffres significatifs, donc les deux en ont le même nombre, c'est pourquoi ma réponse a 5 chiffres significatifs. Donc ça, c'est le A. Avec le A, la réponse du A, vous pourriez calculer pour l'exercice 12, par exemple. Okay. Vous pourriez aussi calculer la réponse pour le B. Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. On a besoin de cette information-là. Pourquoi? Parce que, puisqu'on sait que C est égal à N sur V, donc le nombre de moles fois le volume, si moi, à la place, je connais la concentration, je connais le volume, ben je cherche le nombre de moles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais isoler N dans cette équation-là. Donc, à ce moment-là, le V s'en va de l'autre côté. Donc, ça devient N est égal à C fois V. Donc, puisque là, dans le B, on vous dit, ben, on prend 10 ml de cette solution-là, en 10,00 ml, de la concentration de départ. On veut savoir, ça représente quelle quantité. Donc, je veux d'abord savoir, OK, ça représente quelle quantité en mol. Donc, moi, je connais ma concentration pour 1 litre. Donc, je veux savoir, si je prends juste 10 ml, ça correspond à combien? Donc, vous pouvez faire un produit croisé plutôt que d'utiliser l'équation. Ici, ça revient pas mal au même. Vous devriez arriver à la même réponse pour le nombre de moles. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a 0,18711 mol par litre, qui est la concentration que j'avais précédemment en A, fois, et là, j'ai pas mis le nombre le volume en 10 ml, je l'ai converti en litres parce que notre concentration est en litres. Donc, je veux que les unités soient pareilles. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà préconverti. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait ici, soit vous prenez 10 ml fois 1 litre divisé par 1000 ml, donc ça nous donne 0,01000 litres. Si vous préférez toujours l'écrire, c'est correct, ça peut vous rassurer. Et donc, notre résultat de ça, c'est de 0,001871 mol. Puis là, j'écris de saccharose, parce que je voulais vous spécifier. Parce que des fois, on oublie c'est quoi. C'est des mols de quoi. On travaille avec des mols de quelque chose. Hein? Parce que mol, c'est juste un mot pour vous dire une grande quantité. Hein? C'est un chiffre qui correspond à 6,022 fois 10 à la 23. Donc, c'est une grosse quantité de quelque chose. Donc, c'est de saccharose, de molécules de saccharose. Alors, avec ça, si jamais, OK, question qui peut arriver de temps en temps, les gens vont me dire, plutôt que d'écrire en décimales, je l'écris en notation scientifique, est-ce que c'est correct? La réponse est oui. Les deux sont conformes. Maintenant, une fois que je connais mon nombre de moles, je veux le changer en nombre de molécules. Parce que je veux me débarrasser du mot mol. Hein, moi, je veux connaître combien il y a de molécules de saccharose. Ça, c'est dans la question. Donc, pour faire ça, je vais enlever le mot mol. Pour enlever le mot mol, il faut multiplier par ça représente combien une mol. Hein, comme j'ai expliqué précédemment, si on aurait eu le mot douzaine, pour savoir combien on en a, on aurait fait x 12, qui correspond à c'est quoi que ça veut dire douzaine. Ben ici, on fait la même chose, mais pour le mot mol. Donc, une mol, c'est 6,022 fois 10 à la 23. Puis ici, on parle de molécules de saccharose par mol de saccharose. Donc ici, j'écris molécule par mol. Juste pour vous montrer que mol et mol vont s'annuler. Il va ne rester que molécule à la fin comme terme, comme unité de mesure. Donc ici, si je fais ma multiplication avec mon nombre d'Avogadro, qui est 6,022 fois 10 à la 23, ça me donne un total de 1,127 fois 10 à la 21 molécules de saccharose.
Ici, j'ai pas spécifié, mais je suis à 4 chiffres indicatifs. Pourquoi? Parce que j'avais seulement 4 chiffres indicatifs dans 10,00 millilitres que j'avais ici. Donc, c'est pour ça que c'est 4 chiffres indicatifs. Donc, ça va être 4 chiffres indicatifs ici, parce que les deux ici sont à 4 chiffres indicatifs quand je fais une multiplication. Donc, il n'y en a pas un des deux qui me limite plus l'un que l'autre. Donc, le résultat est à 4 chiffres indicatifs. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on veut aussi connaître le nombre de carbone total dans tout ce nombre de molécules-là. Donc, en plus de la réponse qui est ici, on veut également connaître le nombre de carbone dans le nombre de molécules totales de saccharose qu'on a. Donc, pour faire ça, on utilise le rapport qu'on connaît déjà, qui est dans une molécule de saccharose, j'ai 12 atomes de carbone. Si moi j'ai 1,127 fois 10 à la 21 molécules, j'ai combien d'atomes de carbone? Donc pour faire ça, encore une fois, c'est un produit croisé. Donc prenez votre nombre de molécules fois ce qui est en diagonale, donc 12 atomes, divisé par une molécule. Donc je l'ai écrit ici de la manière que je voudrais le voir lorsque vous faites des exercices, lorsque vous faites des examens. Donc avec la multiplication, donc 1,127 fois 10 à la 21 molécules fois 12 atomes de carbone divisé par une molécule. Ici, je n'ai pas écrit molécule de saccharose au complet parce que ça commence à être long. Fait que j'ai juste mis molécule. Si vous décidez d'écrire juste atome de carbone, ça serait correct, là, il n'y aura pas de problème. Je l'écris au complet, mais si vous écrivez juste atome de C pour carbone, ça serait correct. Et donc, le résultat est de 1,353 fois 10 à la 22 atomes de carbone. Donc, ici, vous avez les deux réponses, soit la réponse pour le nombre de molécules de saccharose, parce qu'on ne voulait pas le nombre de moles de saccharose, on voulait le nombre de molécules. Donc, dès que vous voyez molécule ou atome, c'est un gros chiffre. Ça veut dire qu'on a besoin de multiplier par le nombre d'Avogadro. Puis vous avez ici le nombre d'atomes, où on a eu besoin de multiplier en plus par combien il y avait de ce type-là dans chaque molécule. Donc ça, là, c'est dans les plus difficiles, je pense, parce que vous avez la difficulté peut-être à comprendre, ou pas comprendre, mais à imaginer qu'est-ce que ça représente. Donc, c'est sûr que des fois, ça devient plus complexe. Donc, il faut en faire quelques-uns pour vous familiariser avec ce type d'exercice-là. Pour le C, et ensuite le D, donc pour le C, c'est calculer la masse volumique. Donc, la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, la masse en grammes divisée par le volume en millilitres. Donc, c'était carrément donné comme information. Donc, 52,652 grammes divisé par 50,00 millilitres, ce qui nous donne une masse volumique de 1,053 grammes par millilitre, qui a juste 4 chiffres significatifs, parce qu'on a juste 4 chiffres significatifs dans le volume, même si la masse en a 5 chiffres, on doit se fier à celui qui en a le moins quand on fait une division. Donc ça, c'est pour le C. Pour le D, on a besoin de l'information de la masse volumique pour pouvoir répondre. Pourquoi? Parce que dans le D, on vous demande quel est le pourcentage masse-masse. La façon la plus simple d'obtenir ça, c'est au fond, c'est de calculer la masse de saccharose pour la masse de l'échantillon. Donc, masse de saccharose divisée par la masse de l'échantillon fois 100. Si je reviens dans l'exercice, dans le numéro, ok, je vous montre le numéro en tant que tel. Donc ici, ce que vous avez, c'est que dans le numéro de départ, on me dit, on prend ça de saccharose. Fait que j'ai déjà la masse de saccharose. J'ai une masse de saccharose. Donc, j'ai une masse d'ingrédients. Puis, on vous dit, on va avoir 500 millilitres, excusez, de solution à la fin. OK? Lorsqu'on va avoir complété au trait de jauge. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais déjà la masse d'ingrédients, puis je connais le volume de ma solution. Tout ce que j'ai à faire, c'est, vu que je dois avoir des masses sur des masses, puis je connais déjà une des deux masses, l'autre, je dois la changer en masse. Okay? Donc, pour la convertir, j'ai besoin de la masse volumique de la solution. Puis, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de calculer la masse volumique de la solution juste en haut. Donc, je peux convertir le volume, 500 ml, en masse. Donc, la masse d'échantillon, la masse totale de la solution utilisée
c'est la masse volumique fois le volume. Hein, parce que la masse volumique, c'est masse divisé par volume. Donc, si je réarrange puis que j'isole le M dans cette équation-là, ça me donne masse volumique fois volume. Donc, la masse volumique, 1,053 g par millilitre, fois 500,00 millilitres, ça me donne 526,5 grammes. Donc, 4 chiffres significatifs à cause de la masse volumique qui me restreint à 4 chiffres significatifs lors de la multiplication. Une fois que j'ai ça, maintenant j'ai la masse totale, donc la masse de l'échantillon total, qui est ma solution. Puis je connais la masse de l'ingrédient parce que c'est écrit directement dans le problème. Donc, la masse de l'ingrédient de saccharose, c'est 32,028 g pour le 500 ml qui pèse 526,5 g. Multiplié par 100, ça me donne donc 6,083% masse-masse. Si vous voulez écrire masse-masse, vous laissez en pourcent comme ça. Donc ça répond pour le numéro 12, numéro 11 plutôt, qui est quand même complexe vu qu'il y a plusieurs couches de réponses, de questions à répondre pour pouvoir arriver à votre réponse totale, finale, ici. Donc il y a beaucoup de conversions, mais ça va vous demander de pratiquer au départ pour pouvoir facilement voir comment ça se résout ce genre de problème-là. Finalement, le dernier exercice, le 12, que j'ai montré comme brièvement la réponse tantôt, je vous la représente maintenant. Pour y arriver, vous avez besoin, pour la dilution, de faire un C1V1 est égal à C2V2. Donc, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Puis, ce que vous avez juste à faire, c'est prendre les informations, puis les disposer de la bonne façon. Donc ici, C1, ça vient de mon exercice 11. Donc du A, c'est ma concentration que j'ai calculée en A en mol par litre, soit 0,18711, ou si vous préférez 0,18711 mol par litre. Puis le volume qui va être prélevé, ça c'est directement écrit dans le problème. On vous a dit on va prélever 10 ml de cette concentration-là, donc 10,00 ml. Donc ça c'est mon C1, ça c'est mon V1. Maintenant, V2, on vous dit on va remplir le trait de jauge jusqu'à 50 ml, donc 50,0 ml, donc 2 zéros après la virgule millilitre. Donc ça va être mon volume final de ma solution diluée. Donc c'est mon V2. Mais je ne connais pas le C2, c'est ce que je cherche. Donc pour faire ça, j'utilise l'équation que j'ai montrée pour les dilutions. Puis je dois isoler C2. Donc ça veut dire que V2 doit aller de l'autre côté. Donc je dois diviser C1 fois V1 par V2. Donc quand je l'écris comme ça ou comme ça revient au même. Okay? J'ai juste inversé les deux côtés de l'équation, mais l'équation peut être switchée de côté, ça revient au même. Donc C2 est égal à C1 fois V1 divisé par V2. L'important, c'est que vous ayez le C1, la bonne concentration, puis il faut que V1 et V2 soient dans la même unité de volume. Ça veut dire ici en millilitres, ou si vous préférez, vous pourriez l'avoir en litres dans les deux cas. Mais en autant que ce soit la même unité de volume pour V1 et V2, pour que ça s'annule. Donc ici, lorsqu'on résout le tout, ça nous donne une concentration de 0,03742 mol par litre. On a besoin de 4 chiffres significatifs parce qu'on a deux valeurs qui ont 4 chiffres significatifs, l'autre en a 5. Donc ici, avec des multiplications et divisions, même si sont toutes mixées, c'est toujours le nombre de chiffres significatifs, la valeur qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs dans toute l'équation. Donc ça résout le dernier exercice du chapitre 1. Le chapitre 1 est peut-être le plus difficile pour commencer, surtout la dernière partie. La première partie avec l'introduction, ça va généralement bien. Donc vous aurez besoin de faire plusieurs exercices. Puis vu que c'est vraiment le début, c'est que vous avez plus de temps pour en faire beaucoup d'exercices pour le restant du module 1 avant l'examen. Donc, ça vous permet de régler les problèmes. C'est-à-dire que si vous ne les réglez pas à la semaine 2, c'est pas grave nécessairement. Tant que c'est réglé pour, par exemple, la semaine 3 ou la semaine 4, venez me voir sur Teams, par exemple, pour me poser vos questions. Dès que possible, envoyez-moi
vos problèmes, vous pouvez prendre, par exemple, des photos de votre résolution, puis me demander, OK, je comprends pas trop pourquoi j'arrive pas à la bonne réponse, ou des choses comme ça, puis on va en discuter ensemble. Là-dessus, je vous laisse, puis on va se revoir dans la prochaine capsule sur le chapitre 2 qu'on va commencer prochainement. Au revoir.